Making of. Bonjour, c'est Juliette. Je vous emmène avec moi découvrir les coulisses de mon podcast. Vous me suivez ? Les tsunamis m'ont toujours terrifiée. Le côté implacable et froid de cette vague d'une puissance et d'une hauteur inouïe, la voir avancer inexorablement et tout détruire sur son passage, tout cela m'a toujours glacé le sang. Vous les avez vus comme moi, ces images choquantes du tsunami de 2011, ravageant toute la région de Fukushima. Au début, ça n'avait l'air de rien. Un simple débordement d'eau au-dessus d'une digue, et puis petit à petit, tout s'est déchaîné. Les troncs déracinés, les bateaux venus du large et ramenés jusqu'à la terre ferme, les maisons rasées, et le cœur qui se serre en imaginant toutes les personnes qui sont au milieu de cette tourmente. Cela s'est imprimé dans mon cerveau à jamais. L'une des vidéos qui cependant m'a le plus marquée, je vous en parlais dans l'introduction de l'épisode 13, était celle d'une femme sortant tranquillement d'un supermarché avec son chariot de course plein. Elle montait ensuite dans sa voiture, mettait bien son clignotant et s'engageait sur l'avenue au bout de laquelle l'attendait sa mort certaine. Le contraste était particulièrement saisissant entre l'horreur, la dévastation, la peur et les rouages de la vie quotidienne, de la routine, qui continue, même pour nous mener à notre perte. Inconsciemment, j'ai du mal à y croire. Cela semble tellement irréel. On se dit qu'elle va se rendre compte du danger, que le bruit de la vague va la sortir de ses pensées. Mais non. Elle continue à cheminer droit devant elle. Et l'on ne peut rien faire. Comme j'étais en pleine recherche pour Rencontres surnaturelles et que je voulais que l'un de mes épisodes se tienne au Japon, je suis ensuite tombée sur bon nombre de témoignages de chauffeurs de taxi ayant pris des passagers fantômes, donnant une adresse désormais inexistante. La combinaison de ces deux informations m'a permis d'écrire cette histoire glaçante d'une femme demandant à un chauffeur de taxi, Ren, de l'emmener chercher ses enfants qu'elle ne parvient pas à trouver. Je voulais explorer l'idée d'une entité perdue, n'ayant pas conscience de sa mort et continuant à errer perpétuellement à la recherche de ses enfants et ne parvenant jamais à surmonter ce traumatisme qu'elle a vécu. L'esprit étant perdu, errant dans les rues animées et éclairées de Sendai, elle est plongée dans une sorte d'obsession où elle revit en boucle sa terreur et exprime le sens de sa quête. Je voulais marquer particulièrement ce côté répétitif et obsessionnel en utilisant la répétition. Voilà pourquoi la passagère redit plusieurs fois « Tout était si noir, si froid ». Elle revit encore et encore le stress de sa mort, même si elle ne réalise pas ce qui lui est arrivé. Elle est comme figée éternellement dans cet instant horrible. Pour renforcer aussi la présence du fantôme et de son univers, vous aurez remarqué que j'ai utilisé beaucoup de sons d'eau, beaucoup de bruits de liquide, de gouttes, de bulles, de plongées sous la surface. Le but était de permettre de distinguer la passagère même sans qu'elle parle, tant elle possède un univers sonore distinctif. Enfin, j'ai aussi longuement travaillé l'atmosphère sonore de l'épisode en allant chercher des sons de rue animés au Japon et différents sons d'intérieur de voiture. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les effets sonores pour donner l'impression à l'auditeur qu'il se trouve lui aussi dans le taxi. En écrivant cette histoire, j'ai voulu aussi créer un huis clos entre seulement deux personnages enfermés dans leurs deux solitudes et leurs deux désespoirs. Par-delà la mort, ils se ressemblent en quelque sorte. Ren a perdu toute sa famille, toutes ses illusions sur la vie, et c'est aussi un peu le cas de la passagère, sauf qu'elle ne s'en rend pas compte. La seule différence entre les deux personnages est que Ren a pu faire son deuil, alors que la passagère malheureusement ne le pourra jamais. Il me fallait donc deux acteurs forts pour incarner les deux héros de mon histoire. J'ai choisi Hakim Belker,
avec qui j'avais déjà travaillé par le passé sur l'épisode 10, La proie. J'ai aimé son ton poli. Ren est après tout en train de s'adresser à une cliente. Aki m'a amené une dimension très humaine au personnage de Ren, avec un côté presque blagueur par moments qui m'a semblé très intéressant. Un peu comme on peut essayer de se donner une contenance en plaisantant quand on est mal à l'aise. Enfin, Vanessa Arretti, qui elle aussi a joué déjà 2 fois dans mes épisodes, m'a semblé un choix évident. Pourtant, c'était assez compliqué pour elle, qui a plutôt l'habitude d'interpréter des rôles lumineux, légers. Mais je savais au fond de moi que sa douceur et sa fragilité seraient parfaites pour incarner ma passagère. Je dois vous avouer que j'ai même eu les larmes aux yeux quand elle m'a envoyé ses essais-voix pour la première fois. C'est toujours tellement enthousiasmant, émouvant et grisant d'entendre son texte prendre vie avec de vrais comédiens. Vanessa a donc amené beaucoup d'émotions dans son rôle, dans son jeu, en terminant même sur un vrai cri de détresse. Et c'est bien ce cri de détresse qui m'a inspiré le choix de la musique de fin. Pour être honnête, quand j'ai posé l'histoire dans mon petit carnet pour la première fois, je pensais davantage à une musique autour de l'océan, autour des tempêtes, des raz-de-marée. Mais après réflexion, et après avoir entendu Vanessa, je me suis dit qu'au final, l'idée maîtresse n'était pas la tempête elle-même, mais plutôt la détresse de la passagère et son appel à l'aide. Je suis sûre que si, comme moi, vous avez grandi au son des années 80, vous avez entonné à tue-tête vous aussi tous les cris et les SOS de Balavoine quand vous étiez plus jeune. Allez, avouez. J'ai réécouté cette chanson que j'aime et que je connais par cœur. Avec le poids de l'habitude, on ne fait plus attention au sens des mots. J'ai eu comme une révélation en relisant le texte de Balavoine. Les paroles collaient parfaitement à la situation de ma passagère. J'ai donc choisi cette chanson en travaillant l'arrangement, toujours autour de son dos, pour rester dans l'ambiance sonore de l'épisode. J'ai le plaisir maintenant de recevoir Amandine et Mathieu, créateurs d'un podcast que j'aime particulièrement, la librairie Yokai. Donc bienvenue à tous les deux, merci d'être avec moi. Merci de nous recevoir. Bonjour. C'est la petite signature vocale de Mathieu. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour notre making-of suite à la sortie de l'épisode 13, La passagère. Et donc, j'ai fait appel à des experts du Japon pour venir nous expliquer un petit peu tout ce folklore, cette mythologie autour du Japon et des différents esprits qui peuvent s'y trouver. Mais avant tout ça, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre podcast, La librairie Yokai? Depuis combien de temps vous l'avez créé? Comment vous est venue l'idée, le concept? Voilà, on veut tout savoir. Mathieu, tu te lances? Si tu veux. Alors, la librairie Yokai, il me semble, on a commencé à le faire en 2018, si je me trompe pas. C'est l'âge du bébé Yokai, hein, donc comme ça. Ouais, donc fin 2018, le bébé Yokai est né. Mais c'est vrai qu'on a commencé à parler. Alors moi je me souviens, le moment où on a commencé à parler du projet, c'était dans un izakaya de Karage à Takanonobaba. Donc un izakaya, un restaurant, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, un restaurant au Japon où tu peux boire et manger en général. Voilà. Et c'est marrant parce que je suis passé pas loin la semaine dernière. Donc, et j'y ai repensé. Et en fait, c'est là où on a discuté pendant cette soirée. Amandine m'a dit qu'elle voulait faire un podcast. Ouais. Et on a eu cette idée de yokai en commun, finalement, parce qu'on était tous les deux intéressés par le surnaturel, les mythes et les légendes. Ouais. Et voilà, on s'est lancé. Et puis après, je ne sais pas combien de temps on a mis pour vraiment le mettre au point. Ça a été assez rapide, je crois, hein, parce que dès le premier épisode, on a trouvé notre squelette et finalement, c'est celui qu'on suit depuis. On l'a changé un petit peu il y a quelques années, mais on est resté quand même globalement on tracks. Donc ça a été un peu une évidence, en fait, finalement. Un peu, ouais. Et alors, du coup, effectivement, à la base, moi, je voulais parler surnaturel sans me limiter au yokai parce que je connaissais pas trop le concept, mais c'est Mathieu qui nous a redirigé là-dessus. Et depuis, on est tombés dans la marmite tous les deux, j'ai envie de te dire, et que. Il y a de quoi explorer en plus. Donc. Ouais. Je pense qu'on n'aura jamais terminé d'en faire le tour. Juste pour situer dans le contexte, 2017-2018, c'était le début du boom du podcast, on va dire. Personnellement, moi, j'ai commencé à écouter vraiment beaucoup de podcasts en 2010 et j'ai commencé à faire du podcast en 2011. Mais de 2011 à 2017-2018,
finalement, c'était pas aussi dense que les podcasts qu'on a actuellement. Ouais. Et vivant au Japon, on avait vraiment cette volonté finalement de faire découvrir le Japon aux gens qui ne peuvent pas y vivre par différents prismes. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, j'avais mon podcast Mensetsu sur les francophones qui vivent au Japon. Et on voulait compléter un peu tous les points de vue possibles par rapport au Japon. Je remets dans le contexte parce que maintenant, finalement, quand tu regardes YouTube ou même les podcasts, tu en as plein de podcasts qui parlent du Japon aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas si fréquent que ça. Oui, tout à fait. Et puis après, quelque part, ça fait quand même plusieurs années, parce que là, vous êtes à la saison 6, c'est ça, il me semble. Hein. Tout à fait. Vous êtes un peu une bibliothèque de référence aussi sur les yokai du Japon. C'est vraiment super, quoi. Ouais. C'était tout à fait le concept, la librairie yokai. Tout à fait. Et du coup, ce que j'aime bien aussi dans le concept, c'est la discussion que vous pouvez avoir tous les deux. Voilà, c'est assez sympa, esprit bon enfant. Et puis on rentre dans votre librairie avec vous. On vous suit, donc c'est assez chouette, ouais. Alors du coup, on va rentrer dans le sujet, dans la bibliothèque. Alors je sais que c'est une question très très large, on va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on pourrait parler des grandes familles de yokai, que nous on appelle communément fantômes en France, mais qui en fait au Japon ont pléthore de facettes et de définitions, on va dire. Voilà, est-ce que vous arriveriez à nous synthétiser tout ça? Bon courage. Tu me laisses la parole ou tu veux te lancer, Mathieu? Ah, vas-y. Je voulais juste préciser avant que tu te lances. Ouais. La question en elle-même m'a fait sourire parce que je pense pas qu'on utilise le mot fantôme pour désigner les podcasts en France. Les yokai? Parce que j'ai dit quoi? Les podcasts. Les podcasts. les yokai. Les yokai en France. Parce que justement, les fantômes, ça serait, de mon point de vue, une des catégories Une famille. qu'on pourrait mettre dans les yokai. Bon, je te laisse y aller. En fait, yokai, c'est assez dur à traduire à la base, puisqu'on a deux kanji, donc deux sinogrammes, qui veulent dire, grosso modo, tous les deux, un peu étrange. Ok. Donc, yokai, ça regroupe énormément de choses. Effectivement, il y a les fantômes à l'intérieur, mais il y a aussi les monstres, les apparitions. Il y a des phénomènes, des moments dans la journée. Et il y a des objets qui sont animés. Donc, il y a vraiment plein de familles qui se recoupent là-dedans. La famille dont tu traites, toi, ça va être celle des fantômes, qui va regrouper, je pense qu'on peut dire les Yurei, les Onryo, donc qui sont en gros des apparitions, effectivement, de personnes qui sont décédées, qui reviennent sur Terre. Mais il n'y a pas que ça dans le yokai. Mais tu sais, si tu as écouté la librairie, effectivement, Oui. on a des animaux fantômes, on a des objets fantômes, on a vraiment de tout et n'importe quoi. Et nous, on traite vraiment le yokai d'une façon très très large, encore plus large peut-être que celle qui est communément acquise. C'est-à-dire qu'on va regrouper tout ce qui est finalement surnaturel sous l'application yokai. D'accord. Mais si tu vas sur Internet et que tu cherches un peu en japonais, tu vas voir des gens qui disent que c'est pas comme ça. Il y a des gens qui disent que les kami sont dedans. Les kami, c'est les divinités. En fait, t'as autant de définitions de yokai que de personnes, finalement. Ok. Après, c'est vrai que nous, en France, on a tendance à mettre des petites cases, en fait, pour bien clôturer les choses. Et c'est vrai que notre approche du surnaturel est vraiment pas du tout la même qu'au Japon, en fait, ou dans d'autres cultures. Hein. On a exploré l'Islande aussi il y a pas longtemps. C'est vrai que du coup, on a une approche très terre à terre quelque part. On est très cartésien. On a un petit peu de mal encore à partir en exploration de ces thèmes-là. Comment est vu le surnaturel d'ailleurs au Japon? Bah justement, c'est intéressant vu ce que tu viens d'aborder à l'instant parce que nous, on s'est pas mal déconnecté de notre lore. De nos légendes. On se raconte un peu de temps en temps la Dame Blanche, mais on s'est vraiment beaucoup déconnecté en fait de tout ce qui est rapport au lore local. Ouais. Et au Japon, c'est encore très prégnant. Et du coup, moi, j'y suis plus, mais Mathieu qui y est, je pense qu'il peut en parler avec verve. Dans le quotidien, tu retrouves des yokai un peu partout finalement. Ouais, en fait, je comparerais ça en termes de présence. En France, il y a toujours... je ne sais plus dans quelle région c'est en France, mais le loup du Gévaudan. Je pense que... Oui, la bête du Gévaudan, ouais. Qui a donné d'ailleurs le film, qui a inspiré le film Le Pacte du loup, qui est un très bon film. Je pense que là-bas, la bête du Gévaudan est quand même toujours très présente, parce qu'elle fait partie un peu du folklore du lieu.
Les yokai, c'est ça en fait. Les yokai, en plus par yokai, si vous avez écouté un peu les épisodes, vous savez que des fois ils varient selon les régions. Donc il y a quelque chose de très régional dans les yokai. Donc ils sont toujours très présents et très attachés à des régions. Peut-être parce que finalement, le Japon, c'est un pays religieux. Le religieux, c'est pas le mot, mais par exemple, il y a sur 120 millions d'habitants, tu en as la moitié qui font du bouddhisme. Non, tu n'en as pas la moitié, tu as 80 millions qui font du bouddhisme et 80 millions qui font du shintoïsme. Donc tu as à peu près, tu as certaines personnes qui font les deux religions. Donc, au-delà de comme nous, on perçoit la religion en France, d'un point de vue judéo-chrétien, au Japon, c'est plus des pratiques, des rituels quotidiens qu'ils utilisent et c'est imprégné dans leur façon de vivre. Et du coup, le yokai s'y joint finalement. Le shintoïsme, c'est très animiste, comme j'ai pas envie de dire religion, mais croyance. Comme croyance, ouais. C'est animiste. Tu penses qu'il y a des esprits dans les rochers, dans les arbres, etc. Et finalement, je trouve que les yokai, ça se rattache pas mal à cette vision. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont toujours assez présents. Ouais. Et il faut savoir que quand on parle de yokai, il y a des yokai très, très vieux. Par exemple, le Karakasa, qui a un parapluie avec une langue et un pied, qui fait partie de... j'arrive jamais à le prononcer, ce mot, Amandine, aide-moi. Tsukumogami. Voilà, les objets qui après 100 ans, deviennent des yokai, en fait. Ok, wow. Et en parallèle, nous, on les a inclus dans les yokai, mais tu as les yokai qui sont plus des légendes urbaines et qui, eux, peut-être, sont un peu plus éloignés du quotidien. Par exemple, la Kuchisake Onna, ça va être des légendes urbaines, un peu comme la Dame Blanche, qui font peur. Mais par contre, ils s'attendent pas à la croiser à tous les coins de rue, quoi. La femme à la bouche fendue, là, en fait. C'est ça, la Kuchisake Onna, c'est ça. D'accord. Ouais. Ok. C'est une légende comme quoi il y a une mémé qui va te dépasser quand tu roules sur l'autoroute. C'est complètement absurde comme légende, mais ça se raconte. On imagine les gens crispés au volant. Ah, exactement. Une personne âgée. Non. Ouais. Après, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Mathieu, c'est que quand on pense Japon, on pense à building, on pense à gros centres urbains. Et quelque part, en fait, tu vois, ce côté de redonner du sens à des objets du quotidien avec une dimension spirituelle, je trouve que c'est hyper intéressant comme dualité, en fait. Ça montre qu'ils peuvent être très urbains, mais en même temps très connectés à la nature et à leur spiritualité. Typiquement, tu parles de building, c'est assez fréquent que quand un building est construit sur un endroit qui est considéré comme étant soit un power spot, soit un endroit sacré, ils vont laisser une petite place pour mettre un torii. C'est les portails rouges là, que tu as aux abords des sanctuaires. Tu peux te promener en plein milieu de, je sais pas moi, un endroit de Shibuya ou d'un quartier des affaires et tu vas tomber sur un petit torii au milieu des buildings qu'ils ont gardé finalement pour cet espace sacré, quoi. Au pied du Four Seasons, tu as une tombe dédiée à la tête d'un mec qui aurait parcouru le Japon après s'être fait couper la tête pour retrouver sa tête. Waouh. C'est pour calmer son esprit. C'est au pied du Four Seasons, tu vois. Ah, c'est fou. En face du Palais Impérial. Donc c'est vrai que c'est des choses, ça, qu'en France, on fait plus. On fait moins, en tout cas. On s'est vraiment déconnecté un peu de tout ça. Après, quand tu as une religion monothéiste dominante, tu laisses pas d'espace finalement aux légendes. Aux légendes, ouais. On va continuer un petit peu sur notre lancée et on en parlait, du coup, on a de la spiritualité qui est attachée à certains endroits, à certains objets. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques lieux hantés vraiment marquants ou en tout cas que vous aimez vous, particulièrement peut-être, au Japon ? Moi, il y en a un que j'aimais bien parce que j'y passais souvent. C'est juste à côté du stade olympique, en plein... C'est Yoyogi ? Ouais, Yoyogi, exactement. Il y a un pont. Il y a un pont et en dessous, il
il se dit qu'il y a un petit enfant qui apparaît de temps en temps. Et j'y passais très souvent parce que je travaillais juste à côté. Et moi, je l'ai jamais vu, cet enfant. Mais il y avait une grosse légende attachée à ce pont. Et si tu cherches les lieux hantés du Japon, il ressort assez souvent parce qu'il est en plein Tokyo. D'accord. Et tu as beaucoup de témoignages de personnes qui auraient vu, des gens, des apparitions sous ce pont. Et un autre endroit, c'est une auberge avec un Zashikiwarashi. Donc, ça fait partie de ma to-do quand je reviens au Japon, d'aller dormir là-bas une nuit. Un Zashikiwarashi, c'est un esprit d'un enfant qui est plutôt positif. En général, il apporte plutôt des bonnes choses dans ta maison. Mais du coup, il se dit que quand tu dors dans cette auberge, c'est une auberge, tu vas entendre des bruits de jeu, des bruits de pas, des rires la nuit, parce que ce Jashikiwarashi habite l'auberge. Je me demande si j'ai pas vu effectivement des choses autour de ça. Ça me dit quelque chose, ouais. Je crois que j'avais vu des gens qui avaient dormi dans l'auberge. Ils avaient mis il y avait des jeux, je crois. Ouais, non, il y a c'est ça des jeux, des boules qui roulent, et puis des jeux traditionnels, parce que ce serait un Zashikiwarashi, donc un enfant qui vient d'un temps assez particulier. Et du coup, ça fait partie de tout, effectivement, des choses à faire. Cette auberge, elle a brûlé, et en fait, ils ont capitalisé sur l'histoire de Fantôme pour faire du crowdfunding pour la refaire. D'accord. Et je trouve ça assez amusant comme histoire. Et toi, Mathieu, du coup? Il y a pour moi, l'endroit le plus notable, c'est la forêt au pied du mont Fuji. Oui, bien sûr. Où les gens vont souvent se suicider là-bas, se pendre. Donc, il faut savoir qu'au Japon, quand tu te suicides, apparemment, je sais pas si c'est une généralité, j'ai pas vraiment étudié le sujet, mais apparemment, tu enlèves tes chaussures avant d'aller te pendre. Et donc, tu peux trouver, quand tu te promènes dans cette forêt, tu peux trouver des chaussures qui traînent non loin, finalement, de là où des gens se sont pendus. Donc, ça déjà, rien que ça, tu vois, ça apporte un petit peu de... Voilà. Et puis, apparemment, du coup, à cause de ça, la forêt, elle est hantée, quoi. Personnellement, j'ai jamais vécu quoi que ce soit aux alentours, mais par contre, je sais que quand j'avais prévu d'aller la visiter avec des amis qui sont avec des japonaises, elles ne voulaient pas qu'ils y aillent, de peur de ramener un mauvais esprit. Ouais. Donc voilà, si des Japonais ont cette peur, c'est qu'il doit quand même y avoir une certaine aura autour de cette forêt en général, quoi. Oui. Puis pour canaliser autant de désespoir, ça peut laisser des traces, effectivement, malheureusement. Ouais. Après, il y a des endroits qui sont considérés comme hantés, des endroits qui sont considérés comme beaucoup plus fréquentables, où tu as effectivement du balisage, parce que c'est une forêt ça fait partie du lore, mais c'est une forêt qui est extrêmement dense. Et dès que tu sors du petit sentier, a priori, tu peux te perdre assez facilement. Puis, je n'ai pas vérifié, mais a priori, les boussoles fonctionnent très mal parce que c'est une montagne, c'est un volcan en dessous, en fait. Donc, tu as des courants électromagnétiques, sans doute. Voilà, et c'est très compliqué de s'y retrouver une fois qu'on se perd. Mais par contre, là, ça fait pas partie de la légende, c'est vrai, parce que je l'ai vu, tu as vraiment des messages qui te découragent de se suicider à l'entrée de la forêt. Ouais. Donc, c'est pas... Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup à la mode. Je sais que le Grand JD y avait été, etc. Mais il y a une aura autour de cette forêt qui est basée sur du concret, en fait. C'est pas juste une légende qu'on se raconte pour se faire peur, parce qu'il y a eu le film, etc. Il y a vraiment quelque chose autour de cette forêt qui est très perturbant. Et ce que Mathieu disait était intéressant par rapport à ses amies japonaises, parce que beaucoup vont se considérer comme cartésiens, mais ils vont avoir ce genre de petites croyances à côté, en fait. Ils vont dire qu'ils croient pas spécialement aux fantômes, etc. Mais ils vont quand même avoir peur de ramener un esprit. Ils vont quand même... sur beaucoup de gens que j'ai rencontrés, c'était comme ça. C'était assez étrange. Mais ça, on a la même en France. Hein. Souvent, moi, quand je suis en France avec des potes ou des amis qui sont assez cartésiens, par exemple, croiser la fourchette et le couteau à table, ça, ils peuvent pas, quoi. Ou mettre la baguette de pain retournée, ils veulent pas non plus. Donc, tu vois, même en France, finalement, on a un peu ce côté... porte-malheur. La vieille croyance de superstition ancrée en nous, innée, païenne. Mais je trouve qu'en France, c'est moins attaché aux fantômes, aux revenants, à ce genre de choses, en fait. C'est vraiment plus de la malchance. On a peur de s'attirer la guigne, alors qu'au Japon, tu vas plus avoir cette peur, effectivement, du yurei, en fait, ou du hanryo. Les tsunamis, moi, ça m'a toujours terrorisée. C'est vraiment un truc... on a tous des peurs paniques ou des phobies, mais moi, le tsunami, ça me glace. Ça vient en Bretagne, en plus. Donc, c'est peut-être ça.
Et donc, du coup, mon épisode 13 parle d'une rencontre avec un chauffeur de taxi et une femme qui, malheureusement, est décédée dans le tsunami de 2011 et qui cherche à retrouver ses enfants. Qui ont eux-mêmes disparu dans la catastrophe en fait. Et donc j'avais lu pas mal de témoignages de chauffeurs de taxi que j'avais parcouru, dont un qui était assez intéressant, qui avait pris effectivement un passager qui l'avait emmené à une adresse qui avait été rasée en fait au moment du tsunami et le passager avait disparu après être arrivé sur place. Du coup, vous, est-ce que vous avez entendu parler de témoignages similaires et du coup, ça serait quelle sorte d'esprit en fait, vous, ce type de fantôme? Tu veux commencer, Mathieu? Ouais, parce que j'étais tombé sur cette news il y a quelques années. Je me demande si c'est pas aussi dans le bureau des mystères où ils en avaient parlé. C'était que les gens recevaient des coups de fil de personnes mortes en fait pendant le tsunami. Aussi, ouais, tout à fait. Ouais, c'est horrible. Ouais. Une sorte d'écho finalement de cette catastrophe. J'ai lu aussi, je suis tombé aussi sur une personne qui avait installé une cabine téléphonique dans son jardin, avec laquelle les gens venaient pour parler aux morts du tsunami. Alors, est-ce que c'est une façon de faire la catharsis de ces événements ou est-ce que c'est vraiment du surnaturel? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment les deux choses que j'ai pu voir. Et là, en recherchant, je ne suis pas retombé sur les articles. Hein. Ça date d'il y a 5-6 ans, hein, cette histoire-là. Et je me demande s'ils n'ont pas, c'est pas été sorti d'Internet. Mais voilà, c'est on va dire, les événements que j'ai pu voir sur ce cas-là. Mais j'avais entendu parler du téléphone également et que les gens l'utilisaient pour communiquer effectivement avec les défunts. Et j'avais entendu parler de cette histoire de taxi qui retrouve des gens. Et pour répondre à ton autre question, pour moi, c'est des yurei. Donc, c'est des revenants, des personnes qui n'ont pas pu passer, entre guillemets, de l'autre côté, si tant est que tu y crois, bien sûr, mais qui sont trop attachés à ce monde pour pouvoir le quitter. Et qui, justement, ont une mort un peu traumatique et qui fait que ils sont pas en paix, en fait, techniquement. Et du coup, il y a beaucoup d'histoires, effectivement, de personnes qui revoient, qui réentendent des personnes proches d'eux qui sont décédées pendant le tsunami. Et c'est triste, mais pour faire la différence entre Yulei et Onryo, parce qu'on en a parlé tout à l'heure des fantômes, le Yulei, en fait, il va pas... C'est juste un revenant. D'accord. On va dire ça simplement, c'est juste un revenant. Et le Onryo, il va avoir une dimension vengeresse. Donc, il va vouloir effectivement punir au départ les gens qui lui ont fait du mal, et puis en fait, ça va s'étendre à n'importe qui. Onryo, typiquement, Sadako, Kayako, The Ring, tout ça, c'est des Onryo, quoi. C'est des fantômes vengeurs qui sont consumés par la rage, en fait. Et le Yulei, ça va plus être juste une apparition qui erre un peu sur Terre et qui sait pas trop comment passer de l'autre côté. Ouais, un peu perdu, quoi. Pour le côté un peu linguistique, Yurei, en fait, c'est deux kanji. Le premier, yu, ça veut dire s'évanouir, dans le sens disparaître ou faiblir, tu vois. Ouais. Et rei, ça veut dire l'esprit, l'âme. D'accord. Dans le sens âme. Et onryo, en fait, le on, ça va être le kanji de la colère. Et ryo, c'est une autre lecture du kanji rei, qui veut dire aussi âme. Donc, tu vois, dans l'étymologie du mot même, tu as cette différence. Il y en a un qui est en colère et l'autre, c'est plutôt un écho de l'âme, si je devais le traduire littéralement. Oui, tout à fait. Merci pour ces éclaircissements. Moi, mon yokai préféré, si je peux l'appeler comme ça, c'est le Noperabo. Donc c'est le fantôme sans visage. C'est un esprit, en fait, quand on s'en rapproche et qui n'a aucun trait. C'est assez effrayant, effectivement. Vous, quel serait votre esprit que vous préféreriez dans cette mythologie des yokai? Mathieu? Ouais, tu veux que je commence? Moi, les gens qui écoutent le podcast le savent, hein, c'est le Karakasa Koso, hein, le parapluie. Mais dans ta question, ça dépend de quel angle tu choisis. Le préféré, celui qui me fait le plus rire et que j'aime, c'est celui-là. Ouais. Par contre, celui qui me fait le plus peur, il me semble que c'est la Tsukima Onna. En général, c'est représenté par un œil que tu peux trouver dans n'importe quel trou à la base. Et après,
peut sortir de ce trou une sorte de Onryo qui te tue, hein, comme dans The Ring, etc. Mais voilà, donc en fait, ça te fait... c'est un peu Lovecraftien, je trouve, comme peur. Tu commences à avoir peur de n'importe quel trou, n'importe quel interstice. Et celui-là, je le trouve vraiment effrayant, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, Amandine, du coup? Moi, j'aime beaucoup... J'aime bien la Yuki Onna, donc c'est une femme des neiges dans la montagne qu'on croise quand on se perd en montagne. Et en fait, elle a eu droit à une légende revue et augmentée par Lafcadio Hearn, qui est un Américain grec qui s'est fait naturaliser japonais. Enfin, une histoire assez incroyable. Ouais. Et du coup, il a fait un recueil de nouvelles du Japon parce qu'il voulait un peu préserver ce lore. Et il a fait une version très tragique de cette histoire de la Yuki Onna qui aurait rencontré un homme, serait tombée amoureuse et puis il l'aurait trahi, etc. Donc il y a vraiment une dimension extrêmement tragique en fait qui me plaît beaucoup dans ce côté, comment dire, lore japonais mélangé à du lore étranger en fait. J'aime bien parce que ça montre que les légendes s'arrêtent pas aux premières personnes qui les racontent. Elles ont une vie après, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup dans cette légende. Oui, et puis ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que parfois alors c'est peut-être moins le cas avec le Japon, mais tu retrouves des légendes ou des histoires en fait aux quatre coins du monde et c'est pratiquement les mêmes. Tu vois, on reparlait de l'Islande, ta Blanche-Neige, tu la retrouves aussi en France en fait. Donc ça reste quand même aussi beaucoup oral. Et effectivement, après aussi, je pense que le narrateur, il glisse ses propres peurs, ses propres fantasmes, ses propres rêves, et ça devient vivant, ouais. Et c'est un esprit vengeur aussi, du coup? Ça peut être dangereux, mais elle peut, selon les légendes, elle peut t'aider aussi, en fait. Donc ça dépend un peu de comment elle est lunée, j'ai envie de te dire. Mais comme beaucoup de légendes, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, mais tu as beaucoup de déclinaisons régionales, en fait. Donc dans toutes les villes qui sont un peu en montagne, tu vas avoir une légende de Yuki Onna, et des fois, elle va être gentille, des fois, elle va être méchante. Mais dans cette légende de Lafcadio Hearn, elle est gentille au début et puis elle se fait trahir et c'est pour ça qu'elle se venge finalement. Donc c'est presque très humain comme comportement finalement. Eh bien, merci beaucoup tous les deux. C'était passionnant. Merci. Merci à toi. On en sait beaucoup plus sur le Japon. Je vous remercie et puis j'invite vraiment tous mes auditeurs à venir écouter le podcast. C'est vraiment super. Donc je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi.